3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Mabrouk Chetouane est avec nous ce soir, le directeur de la recherche et de la stratégie de BFT IM. Bonsoir Mabrouk. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci à Frédéric Rollin de nous accompagner également. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Vous êtes conseiller en stratégie d'investissement de Pictet Asset Management, et Gilles Guibou que j'accueille également à nos côtés. Bonsoir Gilles. Bonsoir. Vous êtes directeur des actions européennes d'AXA IM. Je mets encore ce sujet à la une aujourd'hui puisque c'est quand même un sujet lourd et le risque climatique qui prend un nouveau virage, selon la séquence théorisée par Marc Carnet en 2015, il faut s'en souvenir, qui est aujourd'hui envoyé spécial de l'ONU pour les questions climatiques, mais ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre et de la Banque du Canada, qui parlait donc dans un discours qu'il avait baptisé « Briser la tragédie des horizons », que j'ai rapidement relu ces dernières heures, et qui montrait effectivement l'échelle des risques face à la crise climatique, bien sûr, donc le risque physique lié naturellement aux conséquences des catastrophes naturelles, le risque financier lié à ce qu'on appelle aux stranded assets, la dépréciation des actifs trop carbonés qui ne seraient pas cohérents avec les trajectoires low carbone, voire carbone neutre qu'on se fixe aujourd'hui dans nos économies. Et puis le dernier risque, qui vient d'éclater au grand jour avec la décision hier du tribunal néerlandais de La Haye contre Shell, le pétrolier, le risque légal, le risque juridique. On entre dans une nouvelle étape en matière de risque climatique pour les entreprises. Que vous inspire la décision du tribunal de La Haye hier contre Shell, sans compter toutes les pressions actionnariales qui sont en train de se concrétiser, de se matérialiser à peu près tout en même temps au sein des actionnaires des grandes compagnies pétrolières. On a eu des exemples chez Exxon, chez Chevron, l'AG de Total c'est demain, etc. Gilles. Je crois que ça illustre bien la prudence dont peut faire montre certains groupes pétroliers, au premier rang desquels Total, dans cet enjeu de transition climatique. Il ne s'agit pas pour eux de ne pas accompagner la transition climatique, mais c'est un enjeu de fixer des objectifs qui soient crédibles et tenables. Or, quand vous discutez avec Total, il vous explique bien qu'aujourd'hui, en l'état de l'art, il y a un certain nombre d'objectifs qu'on n'est pas sûr de pouvoir tenir. Et donc, avant de prendre un engagement définitif, et donc sur lequel les entreprises devraient être redevables, il est sans doute plus, en tant que responsable d'entreprise, et donc garant des objectifs également financiers, de la performance financière, il est important pour ces directeurs, pour ces responsables, de fixer des objectifs qui soient tenables. Et donc dans ces enjeux de transition climatique, c'est de savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut avoir une approche dogmatique et, punitive, ou est-ce qu'on veut effectivement faire une transition ? Nous, il nous semble qu'effectivement, on parle de transition et qu'il est plus intéressant en tant qu'actionnaire d'accompagner ces entreprises en s'assurant qu'elles prennent des engagements, qu'elles les suivent, mais des engagements qui soient tenables. Quand on regarde ces politiques climatiques de manière plus générale, on voit qu'il peut y avoir des politiques, des modes de gestion un peu dogmatiques, où on va dire on va désinvestir de certaines catégories d'actions. Nous, il nous semble que ce n'est pas forcément, dans le cas où on peut avoir une transition, que ce n'est pas forcément la bonne solution, parce que si vous désinvestissez en réalité, ou si vous demandez à ces sociétés-là de désinvestir, en réalité, d'autres vont faire ce métier-là, et vont pas être redevables de quoi que ce soit. Et sur des marchés beaucoup moins transparents, dans le non-coté par exemple. Exactement. Et donc il nous semble plus intéressant d'accompagner ces entreprises sans pour autant leur faire supporter un risque légal aujourd'hui qu'elles ne sont pas à même d'assumer, parce qu'on n'a pas aujourd'hui toutes les technologies à même de répondre à ces problématiques. Aujourd'hui, typiquement pour le pétrole, on a... Alors, sauf à arrêter complètement l'activité pétrolière, mais à ce moment-là, on a quand même un vrai sujet, c'est-à-dire comment on fait tourner l'économie. On pourra peut-être le faire à horizon 2050, mais à court terme, on ne sait pas faire voler un avion, on a du mal à faire rouler des camions, donc on ne peut pas vouloir sortir du pétrole comme ça du jour au lendemain, donc on peut avoir des intentions, mais du coup, c'est comment on fait pour gérer ça, et comment on le fait économiquement. Aujourd'hui, les solutions pour éliminer le carbone, c'est de la carbone capture, c'est donc la capture de carbone. Et tout ça, ça nécessite d'avoir soit des améliorations technologiques, soit un cadre réglementaire qui aujourd'hui n'est pas là, et qui, en réalité, ce qui est assez intéressant, et pour poser une autre question, qui, en réalité, conduirait sans doute à une très forte hausse des coûts. Donc, après, oui, bien sûr. On aurait aussi d'autres problèmes. Je comprends votre point et le point des managers des grandes compagnies pétrolières de dire fixons-nous des objectifs crédibles et tenables, parce que sinon, effectivement, on sera accusé. Et à ce moment-là, il y a un risque légal pour nous. Vous noterez quand même que le tribunal de La Haye condamne Shell
pour son inaction et pour le manque d'ambition de ses objectifs en matière de réduction de gaz à effet de serre. C'est ça quand même le fondement du jugement du tribunal de La Haye. Là où c'est intéressant, c'est qu'effectivement, et c'est là la discussion qu'on a, c'est effectivement qu'il faut que ces entreprises-là rentrent dans cette transition. Et donc il s'agit effectivement d'accompagner les entreprises. Et donc effectivement, alors le tribunal de La Haye peut effectivement le condamner. La réalité, c'est que ces sociétés-là se condamnent toutes seules si elles ne font rien. Parce qu'en réalité, en tant qu'investisseurs responsables et actifs, en réalité, on a déjà déplacé nos capitaux vers les entreprises qui avaient pris le virage. Et on a désinvesti des entreprises qui étaient plutôt en retard et qui n'avaient pas fait le travail. Pas suffisamment, visiblement. L'Agence internationale de l'énergie nous dit c'est pas juste une transition. Il faut dès aujourd'hui arrêter de financer tout nouveau projet carboné. Demain, c'est ce qu'on demandera aux assureurs ou aux banques. Il faut réorienter tous les portefeuilles crédits, arriver à la neutralité carbone de l'ensemble des portefeuilles crédits et de financement. C'est-à-dire que demain, on dira il faut arrêter dès aujourd'hui de financer le moindre projet qui nous sortirait de la trajectoire 1,5 degré. Mais d'abord, c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de recours aux green bonds pour justement financer des projets spécifiques qui permettent de faire cette transition. Et côté action, c'est là où ensuite on a des discussions avec les entreprises pour s'assurer qu'elles redéploient bien le capital vers les sources décarbonées. Maintenant, encore une fois, il faut faire attention de ne pas tomber dans les croissances parce que on peut effectivement ne pas vouloir développer des sources de gaz et de pétrole en Europe. Maintenant, si vous déployez du gaz en Asie, c'est sans doute une très bonne chose à faire pour la transition énergétique. Pourquoi ? Parce que l'alternative aujourd'hui au gaz, c'est le charbon. Donc si vous remplacez du charbon par du gaz, vous avez quand même, somme toute, éliminé énormément. Et donc la réponse, elle n'est pas aussi simple, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe. Et donc la solution pour vraiment tout arrêter, c'est de dire, bon, bah, messieurs les Chinois et Indiens, vous serez bien gentils de bien vouloir pas vous développer. C'est quelque chose qui est pas audible. Donc aujourd'hui, il nous semble que effectivement, il vaut mieux accompagner ces sociétés-là pour pouvoir supporter les investissements, parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, un total, c'est plus de 20%. Alors, certains diront que ce n'est pas suffisant, mais ça va augmenter. C'est 20% de ces budgets d'investissement qui sont aujourd'hui redéployés vers les énergies renouvelables. On parle de 3 milliards. Donc, aujourd'hui, on porte au nu des sociétés qui sont des très belles sociétés, des pure players comme Neoen. Mais Neoen, 3 milliards, c'est son plan à peu près pour les 5 prochaines années. En réalité, c'est un petit peu plus. Mais en réalité, aujourd'hui, un acteur comme Total a des poches très profondes et financé par ces stranded assets qu'effectivement, il va falloir... C'est pas aujourd'hui qu'il faut condamner ces entreprises. Je pense qu'il faut être aujourd'hui exigeant et engagé auprès d'elles pour s'assurer qu'elles font la transition, mais que vouloir absolument condamner aujourd'hui si elles font ce qu'il faut, ça me semble un peu exagéré. Frédéric, que vous inspire la situation et ce risque légal là, face à la crise climatique qui vient s'ajouter aux autres, risque physique, risque financier, la pression des actionnaires est déjà là, mais maintenant la justice des États a son mot à dire. Et finalement, je crois que nous, on a le sentiment que les choses ont tendance à accélérer. C'est vrai que quand on regarde le site de Météo France, il vous dit voilà, combien il y a eu d'événements climatiques extrêmes au cours des dernières années, comme des canicules. Ça a fortement accéléré. C'est plus d'une canicule quasiment insupportable, en fait, pour les habitants par an en France. Alors qu'avant, c'était un phénomène relativement rare qu'on se repassait à la télé des années après. Donc, on voit bien que les populations en prennent compte. On a eu cet événement climatique récent. Là, beaucoup de récoltes ont été perdues avec les grands froids. C'est un événement que beaucoup de gens disaient, on n'a jamais vu ça. Et donc, je pense que ceci ajouté quand même à cette épidémie où on a le sentiment, alors on ne sait pas exactement, mais quand même que l'empreinte de l'homme peut avoir quelque chose à faire là-dedans et que quand même changer de mode de vie, c'est très désagréable. Et ce mode de vie qu'on a changé finalement par rapport à un changement climatique, c'est déjà très désagréable, mais c'est peut-être tout à fait mineur par rapport à ce qui nous attend en cas de si on continue à agir comme ça. Donc je pense qu'il y a un sentiment d'urgence qui est en train de naître dans la population, chez les politiques, et je pense que cette urgence peut mener à des bonnes ou des mauvaises décisions. Moi, je ne sais pas juger ainsi. Les demandes qui sont faites à Shell sont inatteignables ou pas. Il semblerait quand même qu'elles soient assez solide, mais ce qu'on voit, c'est que de plus en plus, les politiques sont en train, peut-être de façon plus intelligente que ça, de mettre en place des plans
pour développer des technologies. La réponse est probablement technologique. Mais bon, pour ces secteurs-là, c'est vrai qu'on a d'un côté effectivement l'obligation de changer de business model pour quand même investir beaucoup pour des choses relativement incertaines. C'est un secteur qui, voilà, aujourd'hui, est quand même justifie des valorisations quand même relativement médiocres. Ah, le marché s'est pas trompé. Oui, le marché s'est pas trompé là-dessus. Mais est-ce qu'il y a un risque pour vous, et c'est vrai qu'on faisait le parallèle hier, c'est-à-dire qu'une forme de surenchère, et l'Europe sur ces questions climatiques veut être en pointe, veut avoir un leadership politique, ça c'est le plan politique, mais sur un plan très pragmatique. J'écoutais hier les grands patrons des banques américaines étaient devant le Congrès, je ne sais pas si vous avez suivi ça, donc tous les sujets y passent. Pourquoi vous versez des dividendes? Qu'est-ce que vous avez fait pour financer les ménages, les minorités? Qu'est-ce que vous faites pour améliorer les questions de diversité, etc. Et quelques sénateurs républicains opposaient aux démocrates en disant aux banquiers, mais restez en dehors de la politique. Stand clear from politics. Continuez à financer les activités qui vous demandent des financements, y compris le tabac, y compris le pétrole. Et on sait que c'est un domaine important aux États-Unis. Donc, est-ce qu'on ne va pas recréer, comme avec nos secteurs bancaires, une forme d'asymétrie, là, avec une réglementation européenne très dure, très exigeante, et un reste du monde qui ne serait pas tout à fait au diapason? Bah oui, les investissements qui sont faits aujourd'hui, publics qui sont faits aujourd'hui dans les énergies propres, certaines entreprises privées probablement qui bénéficient de ces subventions vont arriver à faire des produits intéressants. Peut-être beaucoup n'y parviendront pas. Et c'est vrai qu'un investisseur peut se dire au fond, ce qui risque de se passer, et c'est ce qu'on entend parfois chez les analystes, notamment spécialisés dans l'énergie, c'est qu'il va y avoir un sous-investissement dans le secteur des énergies carbone, qu'au fond, le solaire, l'éolien ne sera pas suffisant pour effectivement produire toute l'énergie nécessaire, et du coup on va se retrouver avec un manque de production d'énergie carbonée, et donc peut-être des entreprises qui seront en forte demande, un peu comme ce qui se passe aujourd'hui sur les matières premières, où il y a eu un sous-investissement sur tout ce qui est minier, et on voit bien qu'aujourd'hui pour fournir la demande c'est assez difficile. Et donc, si on empêche Shell ou Total de mener des projets, on ira acheter chez Exxon ou chez Chevron. Éventuellement. Donc effectivement, il y a un arbitrage à faire, mais je crois que c'est aussi celui de la responsabilité à moyen terme. Puis attention, on a quand même aussi aux États-Unis très très clairement une administration qui est quand même très très favorable aussi aux énergies propres. On voit en Chine que c'est le cas aussi. Je pense que quand même il y a ça n'est pas une urgence française ou européenne, l'urgence climatique. C'est véritablement une urgence planétaire, et on a le sentiment nous quand même que la plupart des gouvernements du monde, je dirais la plupart, en prennent très largement confiance. Oui. Bon, Gilles, tu m'abroques. Le point important qu'il faut quand même rappeler, c'est que l'essentiel des émissions de ces groupes pétroliers, il est lié à ce qu'on appelle le scope 3, c'est-à-dire à leurs clients. Par leurs clients. Mais bien sûr. Et donc leurs clients aujourd'hui, c'est vous et moi quand on va utiliser notre voiture pour nous déplacer. Donc en réalité, le procès, il est autant à faire à Shell parce qu'ils vont développer des activités, mais qu'à vous et moi quand on va prendre notre voiture pour se déplacer. Aujourd'hui, ces entreprises répondent à un besoin. Donc, ce qu'il faut réellement, et de la part des politiques, c'est de effectivement changer les comportements. Et c'est ce que disait Frédéric. Il y a effectivement une prise de conscience qu'il faut changer les comportements. Et c'est là où, en tant qu'investisseur, on peut aider les entreprises dans cette transition pour les accompagner et faire ce changement. Mais il ne faut pas s'y tromper. Ils ne sont pas responsables de tout. Les responsables, c'est les utilisateurs des avions, c'est les utilisateurs des voitures. Et donc, mais à ce titre-là, les actionnaires de Chevron, hier, ont voté en AG une résolution contre l'avis de la direction du management pour forcer Chevron à réduire les émissions de gaz à effet de serre de ses clients, du scope 3, comme vous dites. Mais et comment on réduit les émissions? En participant à cette transition et en proposant et en investissant dans des alternatives. Et donc c'est bien là où on a une idée de transition et d'accompagnement et pas de rupture. Bon, vos remarques, le plus important, c'est qu'on a affaire aujourd'hui à des tribunaux effectivement qui condamnent les entreprises pour inaction. Mais quelque part, quand on regarde aussi un peu plus haut, c'est-à-dire au niveau des gouvernements, il y a aussi inaction. Et donc là, je rejoins la dimension finalement changement de
mode de consommation, puisque c'est quelque chose qui doit être pensé de manière beaucoup plus globale et de manière planétaire. Ça ne sert à rien, effectivement, de demander à continuer d'extraire finalement, du cuivre pour aller produire des éoliennes, puisqu'on connaît finalement le bilan carbone de l'extraction de cuivre. C'est absolument catastrophique sur le plan environnemental. Donc, en fait, le problème, c'est qu'on raisonne beaucoup trop à l'échelle, entre guillemets, locale, d'une part, et à une échelle, finalement, aussi microéconomique au niveau de l'entreprise. Mais le problème doit être, finalement, ces engagements. C'est une question de crédibilité. C'est comme les banques centrales. Aujourd'hui, quand vous avez, finalement, des États qui s'engagent depuis maintenant très longtemps, depuis les années 90, à essayer de faire quelque chose, soit pour la biodiversité, pour différents thèmes, effectivement, qui sont sous-jacents. Les rapports du GIEC, c'est quelque chose maintenant de vieux, ça a plus de 20 ans. Eh bien, aujourd'hui, il n'y a toujours rien, finalement. Oui, c'est ça. Il n'y a toujours rien. Oui. Et au fond, comment on peut forcer... Et même depuis, sans remonter aux engagements des années 90, dont je ne me souviens pas, mais les engagements des accords de Paris 2015, oui, c'est ça. Mais voilà, donc... Même depuis 2015, les experts et ceux qui suivent scientifiquement ces questions nous disent depuis 2015, on est complètement en dehors des clous de la trajectoire qu'on a fixée dans les accords Le 1,5, ça c'est pour ceux qui veulent bien le croire, parce qu'on est déjà finalement un peu plutôt sur les 2 degrés quand on regarde effectivement les rapports des experts. Mais le problème aujourd'hui, fondamentalement, c'est une question de crédibilité. Comme on peut finalement condamner des acteurs à l'échelle microéconomique, à l'échelle d'entreprises certes très puissantes et certes des acteurs finalement de cette carbonation finalement de notre planète, alors même finalement qu'au niveau politique, il n'y a pas grand-chose. Et en fait aujourd'hui, ce qui est condamné, c'est l'inaction générale finalement. Et donc cette condamnation paraît aujourd'hui une condamnation forte, puisqu'on change aujourd'hui le braquet, on se retourne plus vers les États. Il y a eu effectivement des plaintes qui ont été déposées contre les États, notamment en Allemagne d'ailleurs. Et aujourd'hui, on se dit, on va essayer de ratisser un peu plus large et attaquer tous les responsables qui sont en mesure de faire quelque chose. Bon. Mais le levier du changement pour les États, c'est quand même les entreprises à un moment. Oui, mais s'il n'y a pas d'une volonté politique finalement de faire bouger les choses, il ne se passera rien. C'est-à-dire qu'en gros, il y a sur différents sujets, tout, à mon sens, doit partir d'une impulsion politique. Et cette impulsion politique, on le voit, on a beaucoup de prises de parole finalement de la part, y compris en France, de nos gouvernants qui indiquent, et on le voit aujourd'hui, par exemple Bercy qui lance sa plateforme pour justement faire remonter des scores environnementaux, sociétaux et de gouvernance des entreprises. C'est aussi une façon de faire en quelque sorte pour responsabiliser sur les entreprises, sur leur manière finalement d'impacter leur empreinte sur la société de manière générale. Mais donc ça, c'est une dimension, c'est une impulsion politique et une contrainte réglementaire qui va forcer les entreprises. Et là, je rejoins effectivement peut-être l'excès de réglementation en Europe, finalement, qui pourrait nuire finalement in fine à cette trajectoire positive. Et c'est pour ça que je dis qu'au fond, il faut réfléchir de manière globale. Et on a de la chance aujourd'hui, il faut saisir l'occasion. On a une administration américaine qui est sensible à la question. Il faut pouvoir effectivement travailler avec eux pour pouvoir délivrer, en tout cas pouvoir produire des résultats substantiels et significatifs. Et un outil global, ce serait quoi? Une taxe carbone? Par exemple, je sais pas, parce qu'on est en train de discuter fiscalité là au niveau du G7, G20, OCDE pour un impôt minimum mondial. Est-ce que le vrai sujet, c'est pas celui d'une taxe carbone? Joe Biden nous indique aujourd'hui qu'il est en mesure, et même les Européens aujourd'hui se penchent sur une taxation des entreprises. Donc c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Donc on sait en économie que pour réduire une externalité, il faut taxer. Donc, globalement, c'est un peu ça l'idée. Et donc une manière de mettre en place un soutien au marché des émissions de carbone, etc., qui sont déjà des outils existants, ce serait peut-être effectivement d'instaurer une taxe carbone plutôt qu'une taxe Tobin en quelque sorte pour essayer d'impacter de manière durable et tangible la question climatique. Et que le prix soit visible pour tout le monde. En plus. Bon, si on revient aux considérations de marché du moment, Frédéric Rollin, est-ce que l'appétit pour le risque diminue? En fait, c'est une vraie question, parce que le CAC est au plus haut de l'année, au plus haut post-crise, au plus haut depuis l'an 2000. Mais on a l'impression quand même qu'il y a un peu moins de conviction, un peu plus de doute peut-être qui s'est installé au cours des dernières semaines. Est-ce qu'il y a des doutes aujourd'hui dans le marché à soulever, à relever? Oui, nous on a été plutôt acheteurs à peu près jusqu'au début de mois et on a pris nos bénéfices. Donc on a des doutes aujourd'hui sur la continuation du rallye. Et ce qu'on voit finalement, c'est que les séquences ont l'air de se suivre, c'est-à-dire qu'entre pays, la Chine sort la première de l'épidémie, très très forte croissance, très belle performance des marchés actions chinois en 2020, et puis à un moment donné, on en est sorti, on est au top de la croissance, on ne peut plus que redescendre. En plus, la Banque centrale refroidit un petit peu et les actions consolident. Les États-Unis suivent derrière et on voit bien que aujourd'hui, les actions américaines sont un peu plus bas que leur plus haut. Et qu'on commence à discuter d'un resserrement de la Banque centrale américaine. L'Europe suit. Alors nous, on va avoir probablement quelques beaux chiffres de croissance un peu plus tard.
Une banque centrale, parce que voilà, nous sommes une région très très peu inflationniste, avec une croissance potentielle très faible, et puis voilà ce fameux output gap, on l'a pas comblé de sitôt, une banque centrale, mais qui pourrait devenir un petit peu moins accommodante un peu plus tard. Donc je pense qu'à un moment donné, les investisseurs se disent, voilà, on a eu le maximum de la croissance, les meilleures nouvelles possibles, récentes en tout cas sur l'épidémie, puisqu'elle recule. L'inflation est en train un peu de remonter, les banques centrales vont être moins accommodantes. C'est un environnement qui est un petit peu moins sympathique. Puis si on ajoute le fait que, voilà, on avait ce plan Biden de 2 000 milliards, puis finalement, non, ça risque d'être beaucoup moins. Quelques petites déceptions de ci, là, puisqu'on note aussi quand même, c'est qu'on commence à voir, alors c'est juste un chiffre, alors c'est peut-être un petit peu trop d'insister dessus, mais quand même, on voit bien qu'il ne faut pas oublier que quand les prix des matières premières montent, l'inflation donc monte, mais pour le consommateur, c'est une perte de pouvoir d'achat. Et finalement, une hausse très très forte des matières premières, ça n'est pas très bon pour la croissance, et ça n'est pas très bon aussi pour l'inflation plus tard. Ça peut la faire baisser derrière. Et ce qu'on a vu, c'est que la confiance des consommateurs, donc publiée par l'Université du Michigan, qui est un indicateur un peu avancé, qui est un assez bon indicateur publié assez tôt, a commencé à se tasser un petit peu sur le fait que l'inflation, quand même, est en train de remonter. Donc attention quand même, se dire... Les craintes inflationnistes sont en train de s'instiller dans la tête des ménages. Voilà, alors... C'est ce qui semble, en tout cas d'après une enquête, et c'est pas très étonnant. Voilà, on a une inflation qui augmente fortement. Alors ça peut être aussi assez transitoire, puisque ces peurs d'inflation en général du consommateur américain sont fortement liées aux hausses des prix de l'essence. Donc le pétrole n'a pas vocation à monter au ciel, donc ça devrait se tasser. Mais néanmoins, on commence à avoir donc une situation qui est plutôt bonne encore en Europe, mais qui globalement est en train de se tasser. C'est pour ça que les marchés actions hésitent, mais que l'Europe continue quand même de se comporter relativement bien. Et dans cette phase de transition, je ne sais pas comment vous la qualifiez, c'est quoi le prochain signal pour vous? En tout cas, qu'est-ce que vous attendez comme signal ou comme signaux nous, on pense que malgré tout, l'environnement global à 12 mois reste plutôt bon. Puisque voilà, on a des banques centrales et puis aussi maintenant on a des autorités fiscales à travers le monde. Ça ne sera pas quoi qu'il en coûte chaque année, pendant toutes les années, mais on sent bien quand même que voilà, il y a une certaine aisance fiscale qui a été mise en œuvre et voilà, qui est aussi finalement devenu un argument politique. Aujourd'hui, si on dépense fiscalement, on a quand même d'assez bonnes chances peut-être d'être réélu. Donc voilà, on aura quand même des autorités monétaires et des autorités fiscales qui vont pousser, et puis un environnement global qui se sera restauré. Mais à court terme, quand même, nous, ce qu'on aimerait, pour revenir sur les marchés, tout simplement une consolidation. C'est une baisse de 5 à 10%. Et voilà, tout le monde serait content. C'est facile à dire. Si c'est 10% moins cher, j'achète. Mais non, mais pour nous, ça pourrait quand même arriver. On voit quand même que sur les matières premières, on commence à avoir aussi quelques baisses à la suite du resserrement monétaire chinois et puis des autorités chinoises qui commencent à agir sur ce marché-là. Donc nous, on réduit les cycliques et on commence à se repositionner sur la partie défensive, en fait. Voilà, on était plutôt sous-pondéré santé, on a rajouté un petit peu en se disant la prochaine phase, ça va être l'idée qu'on était en haut de cycle et que la Banque centrale américaine va commencer à refroidir tout ça. Donc c'est plutôt moins bon pour les cycliques, un peu meilleur pour les défensives. Comme la Banque centrale va faire remonter un petit peu les taux longs, pas les taux courts, c'est pas encore peut-être tout à fait aujourd'hui le moment de revenir sur les valeurs de croissance. Donc on irait plutôt cyclique à défensive, peut-être les valeurs de croissance un peu plus tard. Bon, c'est la question quand même, les taux. Pourquoi les taux américains rebaissent là alors qu'on se rapproche quand même de la réunion de la Fed du mois de juin? Ils rebaissent depuis 2 jours, ils remontent. Oui. Mais je dis ça sur le ton de la boutade, mais en réalité, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, c'est assez symptomatique, les marchés sont d'une certaine manière complètement administrés ou drogués. C'est-à-dire qu'ils ont été biberonnés depuis plusieurs années au soutien monétaire et par la baisse des taux. La question qui se pose, et on avait en début d'année des craintes d'inflation qui avaient remonté un peu les taux, la question qui se pose derrière, et c'est un peu les discussions de certains membres de la Fed, c'est jusqu'à quand on va pouvoir tenir ces politiques. Alors certains espèrent ad vitam aeternam, il faut le souhaiter. La vraie question, c'est que la dernière fois qu'ils ont essayé de faire ce qu'on appelle un tapering, donc de réduire, c'était au 4e trimestre 2018.
dernière hausse de taux, le marché au C'était quatrième des hausses de trimestre... taux en 2018. Oui. Mais le marché au quatrième trimestre 2018, c'était une baisse d'une violence qu'on n'avait pas vue depuis assez longtemps. Alors, entre-temps, on a eu le Covid. Mais cette question sur le maintien, la capacité à maintenir les politiques monétaires, elle est quand même essentielle, parce que c'est ce qui tient les marchés. À court terme, quand on regarde ce qui a fait monter la bourse, c'est essentiellement les taux. Et donc, derrière le discours de l'inflation, c'est combien de temps on va pouvoir avoir ces soutiens monétaires. Une fois qu'on a dit ça, c'est du court terme. À plus long terme, quand on est gérant action, la question qu'on doit se poser, c'est où vont les résultats des entreprises. Donc, en fait, on est un peu dans une schizophrénie entre, à court terme, qu'est-ce qui va se passer sur les taux et sur la politique monétaire, les déterminants financiers du marché, parce et que puis à court terme, les c'est déterminants ce qui va faire qu'on va profit. préférer les défensifs plutôt que les sociétés de croissance ou telle zone par rapport à telle autre. La réalité, c'est que sur long terme, ça a assez peu d'impact. Ce qui compte, défensive ou valeur de croissance, c'est où vont les résultats de l'entreprise, d'une entreprise donnée. Et donc, on va avoir des sociétés défensives qui vont être capables d'afficher des très bons résultats si elles ont les bons produits. Et on va avoir des sociétés, y compris bancaires, on en a certaines en portefeuille, qui ont pu, depuis 3 ans, tripler, alors que toutes les valeurs bancaires ont stagné. Parce qu'à la fin, ce qui compte, c'est bien la croissance des résultats des entreprises. Donc on a cette schizophrénie entre le court terme, où on va regarder les politiques monétaires, et à long terme, où il faut regarder les modèles économiques des entreprises. Et compte tenu de l'incertitude dans laquelle on est aujourd'hui, parce que la pandémie, parce que inflation, pas inflation, aujourd'hui, il nous semble que l'attitude la plus sûre, ou en tout cas la moins risquée, c'est justement de mettre toute son attention sur la sélection de valeurs, sur la sélection de titres, pour essayer d'avoir des portefeuilles qui réagissent le moins possible à ces déterminants de court terme. Parce que la réalité, c'est que vous avez raison un jour et vous avez tort le lendemain. Et c'est comme ça depuis le début de l'année. Et la réalité, c'est que ceux qui avaient fortement gagné l'an dernier, ce sont ceux qui ont fortement perdu depuis le début de l'année. Lesquels ont raison, voilà, après c'est une question d'horizon de temps. Nous, il nous semble qu'à long terme, ce qui compte, c'est se focaliser sur... C'est bien, ça permet de se fixer, de se donner un cap quand même d'investissement et d'horizon lent. Quand même, sur le court terme, Mabrouk, qu'est-ce qui empêcherait la Fed, alors je ne parle même pas de remonter les taux, je ne parle même pas de nous dire qu'elle arrête d'acheter 120 milliards par mois. Qu'est-ce qui empêcherait la Fed de simplement commencer à discuter ouvertement de la possibilité de réduire ses achats? Puisque même ça, visiblement, ils se l'interdisent encore jusqu'à présent. Bon, rien ne l'empêche. Enfin, en fait, D'accord. En réalité, l'économie américaine va très bien. Il y a un objectif effectivement d'inflation un peu tacite, mais surtout un objectif d'emploi. Bon, pour le moment, on n'y est pas encore. Donc, la cible de la Fed en matière de taux de chômage n'est pas encore tout à fait atteinte. Donc, elle a encore du temps un petit peu en face d'elle avant de pouvoir dire très bien, on est sur la cible effectivement de taux de chômage désiré dans la fonction de réaction de la Banque centrale. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc, ça, c'est un argument. Le fait qu'il y ait encore 8 millions de jobs sous le niveau d'avant-crise, ça, c'est encore un argument qui permet à la Fed de dire aujourd'hui, on ne discute pas de réduire le programme. Pour le moment, quand on lit effectivement les minutes de la Fed ou même les discours de certains gouverneurs de Fed régionales, le marché du travail n'est pas encore remis de la crise qu'il a traversée avec les 25 millions de chômeurs que la crise du Covid a engendré. Donc on le voit de différentes manières. Donc certes, effectivement, on a des demandes hebdomadaires d'allocations chômage qui ont baissé, mais le dernier rapport sur l'emploi n'était pas non plus très très bon. Le taux de chômage est remonté légèrement. Mais quand on regarde dans le détail de certaines métriques, notamment l'enquête Jolts, la durée, en fait, les ouvertures de postes. Exactement. La durée passée en situation de chômage a augmenté de manière extrêmement substantielle. C'est-à-dire qu'en gros, ceux qui sont au chômage aujourd'hui restent de plus en plus longtemps au chômage. On commence à avoir des tensions, des frictions qui se manifestent sur le marché du travail américain. Et ceux qui ont perdu de manière définitive leur emploi, qui constituent, pour reprendre une expression un peu teintée d'une empreinte marxiste, j'ai envie de dire, l'armée de réserve, non mais c'est vrai, globalement, vous avez toujours ce stock de personnes qui sont sorties du marché du travail, l'effet de flexion qu'on a déjà vu en 2008 et qui a poussé le niveau de chômage structurel des États-Unis légèrement à la hausse. Donc quand vous avez tout ça, globalement, les augmentations de salaire, etc., c'est pas pour tout de suite. En tout cas, pas pour le moment. Et donc, du coup, la Fed a encore le temps
Donc même si on a un overshoot, on sait que le prochain point d'inflation sera encore plus fort que le précédent. Le 4,2, on va de nouveau passer au-dessus. Ça va sans doute générer du stress sur les marchés. Mais là encore, il faut revenir un peu sur ce qui s'est passé notamment au mois de février. On a vu effectivement les marchés baisser, les taux d'inflation, s'inquiéter finalement d'un resserrement possible de la politique monétaire, mais finalement les swaps d'inflation, donc la partie finalement qu'on impute à la composante inflation des taux, eh bien celle-ci a augmenté depuis le mois d'août, augmente depuis le mois d'août. Et au final, qu'est-ce qui se passe? C'est la partie taux réel qui est restée extrêmement basse. Et cette partie taux réel, bizarrement, à un moment donné, au mois de février, a commencé à augmenter. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est inquiété d'un possible resserrement de la Fed. Là, aujourd'hui, elle est extrêmement basse, de nouveau, sous contrôle. C'est pour ça que les marchés, effectivement, ont totalement confiance dans la capacité de la Fed à maintenir une politique monétaire ultra accommodante. Et elle devra le faire à travers effectivement des achats, tout simplement parce qu'en face, on a un trésor américain qui dépense sans compter. Et donc la Fed, finalement, est un peu plus crédible aujourd'hui aux yeux des investisseurs qu'elle ne pouvait l'être, par exemple, au mois de février. La Fed a prévenu, en plus. Elle avait clairement communiqué bien avant en disant on sait qu'on va avoir des problèmes sur l'inflation, on sait qu'on va avoir un petit dérapage. Finalement, le dérapage est un peu plus fort qu'attendu, c'est vrai. Mais en même temps, toute la question est de savoir, et c'est là effectivement la question de la crédibilité, quelle est la distance que va mettre la Fed entre l'inflation et son objectif de politique monétaire. Donc là, elle dit clairement, on tolère une certaine distance, on tolère effectivement de laisser l'inflation filer. Maintenant, la question c'est de savoir que si à partir du troisième trimestre, donc cet été, on a de nouveau 5% d'inflation, là effectivement la Fed va devoir réagir. Elle sera contrainte par le marché de réagir. Et c'est là le pire scénario pour les actifs risqués. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas, entre guillemets, exclure. Enfin, en tout cas, que nous, pour le moment, on exclut parce qu'on estime que cette inflation, encore une fois, est purement temporaire. Les capacités ne sont pas encore au maximum. On a encore un pricing power des entreprises qui, entre guillemets, permet d'absorber un petit peu les augmentations de coûts. Et surtout, c'est qu'on n'a pas d'augmentation de salaire, en tout cas même au niveau du salaire réel, dans le tuyau. Est-ce qu'on pourrait imaginer, à un moment, Frédéric, que une Fed qui resterait trop en retard, trop patiente, qui modifierait quasiment pas sa communication à l'occasion de la réunion de juin, est-ce que ça pourrait commencer à inquiéter d'une certaine manière le marché face à un risque peut-être de renversement brutal de situation à un moment? Oui, c'est là qu'on a vu la hausse de la volatilité sur les marchés obligataires, notamment au mois de février. Je pense que la crédibilité quand même aujourd'hui de la Fed est un peu moins forte qu'elle ne l'a été. Pourquoi? Parce que quand on regarde ce qui s'est passé en 2018, la plupart des analystes, enfin beaucoup d'analystes en tout cas, sont d'accord pour dire que ce resserrement de 2018 était au fond une erreur de politique monétaire parce que le cycle était déjà mature et qu'il n'y avait pas besoin d'en faire plus pour que ça ralentisse. Et d'ailleurs, on avait eu des marchés actions cette année-là qui avaient été plutôt médiocres. Donc finalement, Jérôme Powell arrive à son... Et bon, il y a eu le deuxième épisode qui est l'hyper ultra accommodation, mais là, je dirais que bon, de toutes les façons, la direction était claire. L'économie était arrêtée, il fallait y aller. Et puis là, on a, je dirais, le troisième test de Jérôme Powell. Et finalement, bon, il y a une fois... ça s'est bien passé. Une autre fois, ça s'est pas très bien passé. Je pense que la crédibilité aujourd'hui est pas énorme. Et au fond, nous aussi, on pense que l'inflation aujourd'hui est un phénomène transitoire. Mais on a le sentiment quand même que le marché va prendre un petit peu chaud. On va voir quand même quelques gouttes de sueur parce que l'inflation remonte et quand même beaucoup plus qu'il n'était prévu par la Fed au départ. D'une part, et puis que la politique monétaire de la Fed aujourd'hui, elle est complètement en dehors des clous. Alors, si on regarde par mois. Voilà, si on regarde, même si l'inflation est juste transitoire, est-ce que ça justifie 120 milliards par mois? Je dirais qu'il y a deux façons de voir. Si vous regardez la tendance de l'économie américaine, non, on n'a jamais eu une économie aussi forte, on n'a jamais eu une Fed aussi accommodante. Donc non, si on regarde la distance à la croissance potentielle ou le taux de chômage, donc je dirais les effets de stock, ce qu'on a perdu pendant la crise, qu'on n'a pas encore regagné, ça justifie une Fed qui continue d'être accommodante, surtout si elle dit qu'elle veut bien dépasser ses objectifs d'inflation à un moment. Donc on est quand même sur cet équilibre-là. Nous, on a le sentiment quand même que la Fed va devoir rassurer les marchés, soit en juin, soit comme la tradition le veut, à Jackson Hole, avant la rentrée, au mois d'août. Et quand vous dites rassurer les marchés, ça veut dire qu'elle va prendre
elle va commencer à annoncer qu'elle va réduire son soutien. Voilà, il y a eu déjà l'idée qu'on va d'en parler. Hein, oui, c'est ça, d'accord. C'est ça l'idée. Ok. Et maintenant, je pense que assez probablement dès le mois de juin, ils vont commencer à parler de tapering pour le mettre en place un peu plus tard. Une toute petite précision, c'est que globalement, la performance de l'économie américaine, on la doit quasiment exclusivement à la dépense budgétaire. Alors, quand on regarde l'augmentation du revenu des ménages, 30% quand même sur le premier trimestre, c'est l'effet chèque. Et cet effet chèque, il est possible grâce à la Fed. Donc on ne peut pas non plus demander à avoir une économie forte qui reprend de manière substantielle et couper les vivres manu militari, puisque sans ces augmentations, c'est un peu circulaire, quoi. Voilà, on avait quasiment un revenu qui était en territoire négatif en progression. Oui, mais c'est parce que la Fed est là que l'économie est forte. C'est l'hélicoptère monnaie. Donc à un moment donné, ça a bien marché. C'est pour ça qu'on parle de tapering, c'est-à-dire d'acheter de moins en moins. C'est ça. Et pas non plus. Oui, c'est ça. Et d'arrêter d'en mettre autant dans le retirerait 20 milliards. On n'est pas en train de faire un virage à 180 degrés. À propos d'hélicoptères, est-ce qu'on peut dire un mot d'Airbus avec vous Gilles, c'est la vedette du jour. Non, mais si, ils doivent faire des hélicoptères encore quand même, Airbus. Alors, il faut encore des hélicoptères. Mais là, c'est pas la ça. bonne nouvelle, c'était sur les avions, donc sur les gammes A320. Ça prend 9% quand même, Airbus, ce soir. C'est 80 milliards de market cap. Ça avait fortement inquiété parce qu'ils avaient fortement réduit les cadences. Et là, ce qu'ils annoncent ce matin, c'est un redémarrage des cadences. Et ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Ouais. Le marché s'y attendait pas. Il y a quelque chose de nouveau là qui vient impacter le paysage aérien, aéronautique. Oui, c'est nouveau parce que d'abord le message qu'on avait eu jusqu'à maintenant sur le secteur aéronautique, c'est que le secteur aéronautique avait été impacté plus tôt jusqu'à 2025. C'est ça. Et que leur démarrage des cadences, ça laisse penser que finalement on va avoir un démarrage plus tôt. Alors c'est pas anodin que ce soit Airbus et c'est pas anodin que ce soit sur la gamme A320, cela dit, parce que la gamme A320 c'est plutôt tout ce qui est vol court courrier, donc les vols domestiques aux États-Unis ou en Europe. C'est pas forcément les vols transatlantiques. Et là, les augmentations de cadence, c'est véritablement sur ces vols transatlantiques. Alors, n'en déplaise au chantre du train pour les vols de moins de 2 heures, mais c'est quand même un peu ces avions-là qu'on va faire redémarrer. C'est quand même une très bonne nouvelle sur, finalement, on sort de la crise Covid et en fait, finalement, on va redépenser et on va redémarrer. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour Airbus. Il ne serait pas surprenant de voir dans les prochains jours la deuxième étape de la fusée, c'est-à-dire pour les investisseurs, c'est de regarder des investissements type ADP ou AENA, puisque ça va être les réceptacles de ces avions. Bien sûr. Alors AENA plus qu'ADP, puisqu'AENA on est plus sur du vol domestique de tourisme. ADP est quand même beaucoup plus lié au transport international. Mais voilà, donc c'est plutôt une bonne nouvelle sur la réouverture et le redémarrage des économies. Bon, un titre Airbus qui a quand même, on était à 130 € avant la crise, qui est à 100 aujourd'hui, voilà, qui fait partie des titres encore nettement en dessous de leur niveau d'avant-crise. Oui. Ça fait partie de ceux pour lesquels on pensait que la crise allait être vraiment... Tout le monde n'a pas récupéré, c'est ce que je voulais signaler. Et puis, il nous reste 2 minutes, Frédéric, je voulais qu'on dise un mot aussi, parce que les marchés chinois vous intéressent toujours. Alors, est-ce que c'est le moment d'y revenir après une phase de quelques mois de sous-performance, ça a été, encore une fois, on le rappelle, un run incroyable en 2020. Vous nous avez refait la séquence pandémique. Le yuan est au plus haut depuis des années. Si on regarde face au dollar, mais face à un ensemble de devises, de partenaires commerciaux également, que reflète la situation et qu'est-ce qui se joue derrière la hausse inarrêtable du yuan ? Monnaie pilotée, je rappelle. Oui, pilotée, mais on fait aussi qui doit à un moment donné quand même répondre à certains fondamentaux. Et c'est vrai quand on regarde, par exemple, par rapport au dollar, on a sur le dollar, pour les investisseurs qui aiment bien regarder les fondamentaux, quand même ce double déficit, à la fois fiscal et commercial, qui finalement nous annonce souvent à peu près 18 mois à l'avance la tendance sur le dollar. Et depuis 18 mois, précisément, on a quand même des déficits fiscaux et des déficits commerciaux sur le dollar qui sont très très forts. Du côté de la Chine, eh bien, c'est assez différent, puisque finalement la gestion de la crise a été plutôt solide. On est déjà en train de resserrer la politique monétaire, donc on offre des taux sur le yuan qui sont largement supérieurs aux taux américains avec une inflation qui est plus faible. Donc il y a du taux réel quand même sur une économie, au fond, qui se porte aujourd'hui plutôt pas mal. Oui, ça leur convient, un yuan un peu plus fort, toujours plus fort, et puis ça leur permet convient aussi d'acheter des matières premières à un prix un peu plus raisonnable aussi, au moment précisément où on en achète beaucoup. Donc tout ça, finalement, convient assez bien et reflète, au fond, le fait que l'économie chinoise
s'en sortent mieux. Alors nous, on n'est pas aujourd'hui sur les actions parce qu'un resserrement monétaire sur les actions chinoises n'est pas forcément aujourd'hui. C'est peut-être pas sur les actions voilà, que ça se joue la meilleure chose, mais quand on regarde par exemple le marché obligataire chinois, alors pour nous, là, c'est très intéressant, cette tendance sur le yuan et puis le fait qu'on ait des taux réels qui soient très positifs, au fond, sur un marché obligataire chinois qui est le deuxième marché obligataire mondial, plutôt liquide. Donc c'est vrai qu'avant, beaucoup d'investisseurs européens disaient je vais diversifier mes obligations, par exemple, sur les obligations américaines. Parce que voilà, grande économie, etc., force du dollar, et peut-être qu'on pourrait aller regarder du côté chinois, taux de rendement élevé, grande économie aussi, et plutôt aujourd'hui qui se porte pas trop mal. Rapidement, sur le yuan, le niveau du yuan et la tendance du yuan, Mabrouk. Ça limite une devise forte pour une économie forte. Donc ça, c'est quelque chose. C'est cohérent. C'est cohérent, et ça, il n'y a pas de souci, c'est piloté, donc il n'y a pas de surprise. Alors après, effectivement, le yuan bénéficie du resserrement de la politique monétaire, donc bien sûr, ça va permettre à la devise d'attirer les capitaux. Mais ce resserrement de la politique monétaire, il est absolument indispensable pour la Chine, puisque finalement, on a une croissance forte, mais qui n'est pas encore tout à fait, entre guillemets, bien revenue, en tout cas comme celle que souhaiterait voir Xi Jinping, mais c'est surtout en fait pour un peu gérer les déséquilibres globaux qui étaient déjà présents, la dette effectivement qui est absolument colossale en Chine et l'envolée du crédit. À chaque fois qu'on relâche un peu la politique monétaire en Chine, on a une croissance absolument extraordinaire du crédit, notamment sur la partie résidentielle. Et on voit bien qu'aujourd'hui, l'État, pour éviter une sortie de route, il est obligé, entre guillemets, de serrer la vis. Et le revers de la médaille, c'est le yuan. Ils en sont à traiter les problèmes qu'ils avaient avant la crise. Mais toujours, voilà, le monde d'avant n'a pas vraiment disparu. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Mabrouk Chetouane, BFT IM, Frédéric Rollin, Pictet Asset Management et Gilles Guibou, AXA IM étaient nos invités en plateau.